Cette image, le monde retient son souffle, une véritable course contre la montre. C'est l'espoir de la nuit, effectivement. Des bruits de coups auraient été captés ces dernières heures sous l'eau par des avions canadiens pendant les opérations de recherche du sous-marin Titan près de l'épave du Titanic. On vous rappelle que ce sous-marin long d'environ 6,50 m est porté disparu depuis dimanche avec à son bord 5 passagers. On va en parler avec vous dans un instant, Christian Buchet. Merci d'être l'invité de ce 12-15. Ces 5 passagers, en tout cas, ils disposeraient d'à peine 40 heures d'oxygène. C'est donc une véritable course contre la montre dans laquelle sont engagés les États-Unis, mais aussi le Canada et la France. Les dernières informations et les dernières images avec ce sujet, signé Camilla Campuzano. Des coups répétés, à rythme régulier, toutes les 30 minutes, ont été repérés par les équipes de recherche. Des avions P3 canadiens ont détecté des bruits sous l'eau dans la zone de recherche. En conséquence, les opérations ROV, des véhicules télécommandés, ont été déplacés pour tenter d'explorer l'origine des bruits. Ces recherches ont donné des résultats négatifs, mais se poursuivent. Une lueur d'espoir. Tout contact a été perdu avec ce petit sous-marin, le Titan, depuis dimanche. Pareil pour plonger. Il était parti direction l'épave du Titanic et devait plonger à près de 4000 mètres de profondeur. Mais moins de 2 heures après le début de l'immersion, plus aucune communication. Depuis, les opérations de recherche s'intensifient. Nos équipes travaillent sans relâche pour faire tout ce qui est en leur pouvoir pour retrouver le Titan et les 5 membres d'équipage. C'est la régularité du bruit intercepté qui interpelle les gardes-côtes. Seuls des humains seraient capables de respecter une cadence précise et un des passagers à bord sait comment orienter les secours, le français Paul-Henri Narjolet, ici en jaune. Un de ses amis l'expliquait sur LCI. Et la présence de Paul-Henri Narjolet à bord est pour moi peut-être le meilleur porteur d'espoir. C'est quelqu'un d'extrêmement expérimenté, qui est très calme, qui a un sang-froid exemplaire. Il est certain qu'il va y avoir des gens qui vont intervenir, il le sait, il a lui-même fait ce type d'opération, donc il va leur donner un signal qui va être facile de distinguer par rapport à toute l'acoustique sous-marine. Paul-Henri Narjolet fait partie des 5 personnes qui se trouvent dans ce petit sous-marin. Surnommé Monsieur Titanic, il a plongé pour voir le mythique paquebot une 30aine de fois. C'est exactement le 24 juillet 1987 que j'ai fait ma première plongée sur le Titanic. Avec lui, le PDG de la société qui opère le voyage OceanGate et 3 touristes qui ont déboursé 230 000 € chacun pour cette visite. Un Pakistanais fortuné accompagné de son fils et cet homme d'affaires britannique explorateur de l'extrême. Jannick, une de ses proches, suit la situation de près. Oui, bien sûr. Je suis très stressée, j'ai l'estomac noué. J'espère juste avoir de bonnes nouvelles. À chaque seconde, chaque minute, j'ai l'impression que ce sont des heures. Nous perdons du temps et nous perdons des possibilités de les retrouver vivants. C'est effectivement une course contre la montre. Le sous-marin dispose en théorie d'une autonomie en oxygène de 96 heures. On arriverait à échéance demain à midi heure française, mais ce n'est qu'une estimation. Vous pouvez imaginer quel état de panique et d'angoisse ils se sont trouvés au moment où ils ont perdu le contact et où, fatalement, ils se sont retrouvés dans le noir à un moment ou à un autre. On peut imaginer qu'ils sont dans le noir actuellement et donc dans le froid également. Le fait d'être en panique va faire consommer beaucoup plus d'air, ce qui fait que ça va réduire d'autant l'autonomie prévue de 96 heures. L'engin disparu, le Titan, est doté de technologies développées avec la NASA, mais il ne mesure que 3 mètres sur 7. Une 60aine de personnes en a déjà fait l'expérience. Les problèmes de communication ne seraient pas une première. Dans toutes nos expéditions, des 4 plongées que nous avons réalisées avec OceanGate, à chaque fois, il y avait des problèmes de communication. Mais vous savez, à 1000 ou 13 000 pieds sous l'eau, on peut perdre le contact pendant un moment. La France envoie du renfort. 6 spécialistes de l'Ifremer, équipés d'un sous-marin grande profondeur capable de plonger à 6000 mètres sous l'eau, arriveront ce soir sur zone. S'ils parviennent à retrouver le Titan, après il faudra trouver une solution pour le remonter. La tâche risque de s'annoncer bien plus complexe qu'avec un sous-marin militaire. Merci pour ce sujet très complet, signé Camilla Campuzano. Christian Buchet, vous êtes avec nous. Beaucoup de questions que l'on a à vous poser. D'abord, votre analyse sur ces bruits réguliers qui auraient été captés. Alors, ce que vous dites, c'est le mot régulier. Ce qui est très positif. Moi, j'avoue, je garde l'histoire, j'y crois.
J'y crois pourquoi ? Parce que ça a été dit, mais je tiens à le redire, parce que Paul-Henri Nargenet, je le connais, je l'ai vu il y a encore pas si longtemps à la Cité de la Mer de Cherbourg, auquel nous tenons fortement tous les deux, parce que c'est l'histoire, c'est l'ADN de la plongée où on se retrouve entre océanonautes. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, aujourd'hui, si vous voulez, là où je suis un petit peu en désaccord par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'avec Paul-Henri Nargelet à bord, votre intervenant précédent disait c'est la panique fait consommer plus d'oxygène. Oui, bien sûr, mais quand vous avez quelqu'un qui a plongé 38 fois sur le Titanic, qui a fait toute sa carrière dans ce genre de submersible, il sait parfaitement gérer le stress, il sait en termes de management, je pense par rapport à ses acolytes, parfaitement réguler. C'est évident qu'ils n'ont pas attendu le dernier moment, ce moment pour rationner l'oxygène. C'est évident que Paul-Henri, depuis le début, sachant que ces secours allaient prendre du temps, à l'évidence, a dû rationner les choses. Moi, ce que je trouve très positif, c'est que ce sont des bruits humains, à l'évidence. Pourquoi ? Parce que ce sont des bruits répétés à cadence régulière, à peu près toutes les 30 minutes. Donc, c'est pas du tout un mammifère marin, si vous voulez, qui peut émettre ces bruits. Donc, j'y crois. Je pense que Paul-Henri a dû, par un management intelligent, faire en sorte qu'on puisse aller un petit peu plus loin que le temps prévu au niveau des réserves. Donc, il nous reste un peu plus de 24 heures, certainement. Ce qui est positif, c'est que les États-Unis d'Amérique mettent le paquet. C'est que l'Ifremer et rendant hommage à détourner l'un de ses navires et surtout le Victor 6000, qui est, comme le nom l'indique, un bâtiment, enfin, un robot télécommandé qui peut descendre à plus de 6000. Donc, si vous voulez, les choses se resserrent. L'espoir reprend. Moi, ce que je craignais, je vous le cache pas, j'étais un peu pessimiste hier, je craignais qu'il y ait eu une implosion, c'est-à-dire qu'il y ait eu une trop forte pression sur le hublot dont il y a eu quelques polémiques qui commencent à émerger. Donc a priori, si les bruits sont émis de manière régulière, c'est que ça ne s'est pas produit. Le problème, c'est que le bateau est probablement bloqué. C'est plus difficile à détecter, si vous voulez, au niveau des sonars, parce qu'il faudrait qu'il puisse bouger pour que ça soit plus facilement détectable. Mais par les bruits, encore une fois, Paul-Henri a déjà participé de l'autre côté de la barrière, si je puis m'exprimer ainsi, à des opérations de sauvetage. Oui, je suis optimiste parce que on est tous mobilisés, parce que les moyens d'État sont mobilisés, à commencer par ceux des États-Unis et de la France. Donc je crois que nous avons lieu d'espérer. Christian Buchet, quelle va être l'opération la plus difficile ? C'est vraiment de l'extraire, le localiser. On va peut-être à un moment pouvoir cartographier les fonds, mais l'extraire, c'est vraiment ça qui va être difficile ? Point par point. Première chose, c'est le localiser de manière précise. S'il est, et je crois qu'il va être localisé de manière précise, après il y a plusieurs techniques. Il faudra voir exactement où il est, la manière dont il est posé. Est-ce qu'il est posé normalement au fond ou pas ? Est-ce qu'il est bloqué ou pas dans un morceau de l'épave ? Donc il y a plusieurs techniques. Il y a le NSRS, c'est-à-dire descendre quelque chose. On a ce genre de SAS, si vous voulez, qui est en Écosse. Mais quand je dis l'Écosse, ça vous semble loin, mais il peut être amené très rapidement. On peut aussi peut-être infiltrer de l'air. Il faudra voir. Et puis bien sûr, il y a la solution aussi de le faire remonter en poussant des packs d'air dessous, si vous voulez. Donc, il y a des techniques, il y a plusieurs techniques. Il faudra jauger en fonction de l'endroit, du positionnement exact qui serait le sien. C'est trop tôt pour le dire. Aujourd'hui, focalisons-nous au moment où je vous parle sur la nécessité de le localiser très précisément. Oui, mais Christian Buchet, il y a peut-être ce problème, c'est le fond marin, il y a l'épave du Titanic, ce qu'il en reste. Il y a énormément de débris, peut-être d'ailleurs que le sous-marin s'est pris dans l'un de ces débris. Donc, comment identifier ce petit module par rapport à la taille de l'océan ? Le champ de débris du Titanic, d'abord, c'est un champ double parce que le Titanic s'est coupé en deux. C'est sur plusieurs kilomètres carrés, donc c'est compliqué. C'est le bruit. Et Paul-Henri le sait parfaitement. C'est le bruit régulier que l'on peut détecter. Plus on va s'approcher, plus les bruits vont être précis, plus on va pouvoir aussi communiquer, si vous voulez. C'est très important avec le navire par tout un tas d'éléments acoustiques qu'on va pouvoir faire passer. Donc, je crois qu'aujourd'hui, depuis ce matin, j'avoue que je suis tout bouillant d'espoir, avec plein de pensées pour l'équipage. Il faut imaginer les conditions, ça a été dit, ils sont probablement dans le noir. Il n'est pas aussi grand que vous le dites, parce que vous donnez les dimensions hors tout. Ils se trouvent dans un habitat qui est quand même assez resserré. Ils sont assis. Donc c'est vrai que ce sont des conditions très difficiles, mais à partir du moment où il n'y a pas eu une implosion, c'est-à-dire une fissure ou le hublot qui s'est détaché, à partir du moment où ils émettent régulièrement des sons, ça veut dire qu'ils sont là. On a le meilleur spécialiste au monde qui est à bord de ce genre de choses, qui sait encore une fois parfaitement gérer les équipages, pour avoir fait tellement de plongées dans des engins de ce type-là, que vraiment,
je suis confiant. Christian Buchet, juste une toute petite question. Il y a des communications qui existent entre ce module et la surface. Ça paraît simple comme ça et on peut s'interroger. Attendez, on est à 3,8 km de profondeur, avec une pression qu'on calcule même plus par centimètre carré, mais quasiment par millimètre carré. On est quand même dans des opérations, je caricature à peine, mais un peu terre-lune. Hein. C'est quand même des choses extraordinairement difficiles. Donc oui, on peut communiquer, vous savez, on peut descendre tout un tas d'éléments. Ce qu'ont fait les avions américains, c'est qu'ils ont mis un certain nombre d'écouteurs très très puissants sous l'eau qui ont donné les sons. Mais plus nous resserrons la zone, plus nous allons faire descendre ce qu'on appelle des ROV, c'est-à-dire des robots télécommandés, plus le son va être précis et plus on pourra peut-être établir très rapidement un comptable. À partir du moment où il serait localisé, je dirais, c'est pas facile encore, rien n'est simple, mais je dirais, on est en train de toucher. Moi, ma crainte, c'était de ne pas le localiser. À partir du moment où ils émettent des sons, c'est que la vie est là, c'est qu'ils sont là. Et encore une fois, nous avons les meilleurs spécialistes. Donc oui, on pourra communiquer. Ce qu'il faut, c'est urgemment maintenant le localiser de manière plus précise. Mais ça sera encore une fois par l'acoustique. Et Paul-Henri le sait parfaitement. Ouais, restez avec nous, Christian Buchet. Magali Barthès, c'est vrai que Christian Buchet évoquait aussi très vite ces polémiques, notamment sur ce sous-marin. C'est vrai que c'est un sous-marin pas comme les autres, un sous-marin de poche. Il y avait une enquête aussi de CBS News, par exemple, il y a un an, où quelqu'un avait dénoncé les conditions de sécurité, par exemple, le problème structurel de ce sous-marin. Il y a plusieurs polémiques qu'on sent monter ces dernières heures, notamment sur le hublot, la taille du hublot que vous voyez sur cette image, qui fait manifestement 60 cm de diamètre et qui est bien plus grand que ce qu'il y a normalement dans ce genre de sous-marin. Donc avec la pression des profondeurs, c'était l'une des inquiétudes éventuelles. Et puis il y a aussi une autre polémique, c'est que ce sous-marin de poche, qui est en effet d'un modèle complètement innovant, n'a pas été certifié par les autorités. Alors le constructeur expliquait que c'était parce que justement il était tellement innovant qu'il ne pouvait pas avoir un agrément officiel, mais que c'est pas pour autant que ça ne fonctionnait pas. Et d'ailleurs, il y a déjà eu de nombreuses plongées avec des touristes à bord qui avaient réussi. Il y a aussi les commandes. Manifestement, on l'a vu sur des reportages à la télévision où on voit que c'est presque une espèce de commande de jeu vidéo. Ça paraît assez étonnant. Mais c'est vrai que ces polémiques, on les sent monter sur le degré de sécurité qu'il y a à bord de cet engin. La transition est toute faite. Christian Buchet, dernière question. Est-ce que ce qui se passe, en espérant bien évidemment, comme vous nous le dites, que les choses se terminent bien, est-ce que c'est une façon de remettre en cause dans l'avenir ces plongées en grande profondeur, ces plongées commerciales? Écoutez, c'est terrible, c'est très dangereux. Il y a énormément de risques. Le risque, on ne pourra jamais l'éradiquer. Mais quand vous êtes, si vous voulez, sur des éléments aussi profonds, dans des conditions aussi difficiles, on ne pourra jamais l'éradiquer. Moi, je trouve franchement que c'est jouer avec le feu. Il faut éviter ce genre de choses. Sur la polémique que vous évoquez, oui, il y a une polémique qui remonte. Elle n'est pas récente, elle remonte à 2018. Il y a même quelqu'un qui a vu Lockbridge, qui avait été licencié parce qu'il avait émis des doutes sur sur la capacité du hublot de vent que l'on voit sur votre écran à résister à la pression. À l'évidence, il pouvait résister à une pression jusqu'à 1300 mètres de profondeur. Là, nous sommes à près de 4000. Mais si les bruits, comme je le pense et je le souhaite de tout cœur, sont ceux des 5 passagers ça veut dire que c'est pas le hublot qui est en cause, parce qu'autrement, il y aurait une implosion sous la pression. Donc, véritablement, oui. Soyons confiants. Pensons à eux. Encore une fois, je connais Paul-Henri. J'ai confiance en lui. Je sais ce qu'il peut faire. Mais évitons à l'avenir ce genre de choses. Je suis pas sûr, même si l'épave du Titanic est une épave légendaire, il y aurait beaucoup de choses à dire. Vous savez, le film de James Cameron, c'est Titanic 7. Vous avez même eu une victime du Titanic encore en 1944. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un film de propagande nazie sur le Titanic, condamnant le Bruce Ismay, qui était le président parce qu'il était de confession juive, et Goebbels, le ministre de la propagande du Reich, considérant qu'il n'en mettait pas assez sur ce président de la White Star, la compagnie de l'époque juive, il a été emprisonné et ce pauvre réalisateur a fini par se pendre dans la cellule. Donc franchement, le Titanic, je pense que véritablement, c'est pas un lieu, c'est un lieu de culte, c'est un lieu mémoriel, il n'y a pas lieu de faire du tourisme. Pardonnez-moi de dire ce que j'ai sur le cœur. Merci beaucoup. Le message est bien passé. Cette franchise, je pense, de votre part, comme toujours, passera largement auprès de nos téléspectateurs. Je pense que vous n'êtes pas le seul à penser ce genre de choses. Restez bien avec nous. Dans un instant, on repartira